L'émission C'est sur la route est une présentation spéciale de la députée de la circonscription de Salaberry-sur-Roi, Anne Mintoukouache. Nous remercions Desjardins Vaudreuil-Soulanges pour leur collaboration à la production de l'émission C'est sur la route. Bonjour et bienvenue à C'est sur la route. Cette semaine, on déguste les mets de patates et persil, on s'en va à la Maison des jeunes de Rigaud et on s'intéresse aux expositions du musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Mais tout d'abord, on s'en va à l'OSM dans les parcs à Rigaud. Le reportage qui suit est une présentation spéciale de la ville de Rigaud. Je suis à Rigaud et je vais vivre l'expérience l'OSM dans les parcs. Je suis avec le maire Grunwald. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Êtes-vous un amateur de musique classique? Pas vraiment, mais parce que je viens d'un milieu pas tellement culturel, mais depuis que j'ai participé à cette présentation l'année passée à Pincourt, je suis instantanément devenu un amateur de la musique classique. Je trouve ça tellement reposant. C'est fantastique pour moi. Donc, vous trouvez ça quand même important de propager la musique. Est-ce que c'était dans cette optique-là que vous avez invité l'OSM, pardon? On a invité l'OSM, finalement, pour souligner le 20e anniversaire de la fusion de la ville de Rigaud et la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud. Et on a pensé, le conseil municipal a décidé de réellement faire une marque. Et puis, je pense qu'amener l'OSM de renommée internationale à Rigaud, ça s'est jamais vu avant. Puis, en tout cas, on est très content d'avoir été choisi par l'OSM parce qu'en 2016, l'OSM fait seulement 2 sorties dans les parcs. Et puis, Rigaud, c'en est une. Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter à votre communauté d'écouter un beau concert comme ça ce soir? Bien, si ça amène les gens à se rassembler, comme vous voyez déjà, ça a déjà commencé, que les gens ils s'installent pour ça. C'est juste ça, le fait de les faire sortir de la maison puis faire d'autres choses, là, je trouve que c'est déjà du positif rendu là. Merci beaucoup, monsieur, et bon concert. Merci beaucoup, puis merci d'être là. Alors, je suis avec Jean Lalonde, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et aussi maire de Tresse-Rédempteur. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir l'OSM aujourd'hui? Bien, écoutez, je pense que c'est la 2e fois qu'on a la chance d'avoir l'OSM dans notre région. On l'a eu à Pincourt, on l'a eu à Vaudreuil-Dorion aussi, et on l'a ici, c'est même la 3e fois qu'il est dans notre région. On pourrait les accueillir à toutes les années s'ils veulent venir. C'est quand même une très, très grande fierté. Absolument, c'est une grande fierté pour la région. De Vaudreuil-Soulanges, il faut bien spécifier, parce que souvent, ils disent on est à côté de Valleyfield, mais là, c'est Vaudreuil-Soulanges, et comme on dit, on est épanoui là-dessus. Je suis avec Édith Deharme, présidente de l'Association de la gare. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir l'OSM au niveau des retombées du commerce et puis de l'économie? Bien, pour nous, c'est vraiment une belle chose parce que ça invite les gens de l'extérieur à venir visiter notre belle région. Et donc, ça les amène à voir nos commerces. En venant ici, ça va vraiment aider. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont venus, qui vont prendre une bouchée dans nos bistrots, dans nos cafés. Alors, c'est une belle chose. Alors, je suis avec Yves Trottier de Max 103 à Valleyfield. Et puis, qu'est-ce que ça fait pour vous de venir voir l'OSM ce soir? Bien, c'est un grand moment, je pense que pour la région de Soulanges et pour Rigaud particulièrement, de recevoir l'OSM. Je pense que c'est un grand honneur. Et dans le passé, j'ai été directeur des programmes d'une station de radio de musique classique. Et je reviens à mes premières amours, dans le fond, ce soir, et j'ai hâte de voir le programme. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la musique de l'OSM?
Mais en fait, l'OSM est reconnu internationalement. Puis depuis que Nagano a pris en charge l'orchestre, il y a comme un deuxième souffle qui est arrivé pour... Et on dirait que l'orchestre est un peu plus près des gens qu'il l'était auparavant. La preuve pour ces concerts organisés en public, maintenant, c'est vraiment... Les gens aiment ça. Puis c'est un programme aussi un peu plus accessible pour les gens qui connaissent un peu moins la musique classique. Mais les gens, ils apprennent à aimer ce genre de musique. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je suis avec Dina Gilbert, chef assistante de l'Orchestre symphonique de Montréal. Bonjour. Allô? C'est quoi être chef assistante de l'Orchestre symphonique de Montréal? En fait, c'est un rôle qui a plusieurs responsabilités. D'abord, c'est d'assister le maestro Nagano dans toutes ses répétitions, ses concerts, les tournées, les enregistrements de l'orchestre. Donc, je suis toujours présente à chacune des répétitions de l'orchestre. Et donc, je suis sa deuxième paire d'oreilles dans la salle pour pouvoir le guider par rapport aux balances sonores, surtout en tournée, exemple, quand on se promène d'une salle à l'autre, de pouvoir lui donner quelques guides pour qu'on puisse redéfinir le son de l'Orchestre symphonique de Montréal dans différentes salles. Donc, ça, c'est une de mes tâches. Et sinon, c'est qu'à pied levé, je suis appelée aussi à remplacer et le maestro Nagano ou les chefs invités en cas de quelqu'un tombe malade ou un avion qui est en retard, ces choses-là. Donc, ça arrive. C'est arrivé en fait pas mal dans la dernière année que je remplace comme ça. Et je dirige des concerts jeunesse et les concerts dans les parcs et plein d'autres concerts pendant l'année. Comment êtes-vous parvenue à devenir ce chef assistante? Bien, en fait, c'est sûr que le parcours de chef d'orchestre est très différent d'une personne à l'autre, mais d'abord, il faut avant tout être musicien. Donc, j'ai fait une formation comme pianiste puis comme clarinettiste avant de commencer par une maîtrise en direction d'orchestre et un doctorat en direction d'orchestre. J'ai fait des stages un peu à l'étranger et tout. Et ensuite, j'ai eu la belle opportunité, en fait, d'obtenir ce poste ici, à l'Orchestre symphonique de Montréal. Mais je dirais que pour moi, mon instrument maintenant, c'est l'orchestre. Donc là, j'ai vraiment eu l'impression pendant 3 années que j'avais la proximité de pouvoir jouer de mon instrument tous les jours. Donc c'était la meilleure façon pour moi d'apprendre ce beau métier. C'est quoi la particularité sonore de l'Orchestre symphonique de Montréal? La particularité sonore, en fait, je dirais que des cordes qui jouent incroyablement bien à l'unisson, qui sont extrêmement homogènes. Puis c'est aussi un orchestre qui est à mi-chemin entre les qualités en fait acoustiques qu'on reconnaît dans les orchestres nord-américains, mais que surtout encore toutes les esthétiques aussi d'un orchestre européen dans la musique française. Pourquoi avoir choisi la thématique russe? En fait, parce que je trouve que la musique russe, c'est une musique qui est très imagée, qui se rapproche beaucoup plus aussi de la musique de film pour les gens qui sont non initiés à la musique classique. Donc, pour moi, j'essaie de m'imaginer des pièces que j'aimerais écouter à l'extérieur. Il y a des pièces que je trouve qui se prêtent beaucoup plus à ça, qui ont plus de thèmes, plus de couleurs, de contrastes, qui font en sorte que les gens vont tout de suite impressionnés par la palette de couleurs que l'orchestre peut montrer. Puis aussi, je voulais absolument que ce soit toutes des pièces que les gens allaient apprécier, puis je pense que c'est là-dessus que je suis allée chercher. Donc, des belles pièces, mais des pièces que les gens vont pouvoir tout de suite trouver un intérêt parce que ça ressemble peut-être à de la musique de film pour les néophytes. Puis pourquoi vous avez décidé de venir écouter l'OSM ce soir? Ben parce qu'on voulait plus découvrir la musique. Ouais. Ça te tenterait un jour de jouer d'un instrument, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais jouer? De la trombone. Ah, c'est super, ça. Puis toi, est-ce que ça te tenterait un jour de jouer d'un instrument? Ouais. Du violon, là. Qu'est-ce que j'aime, c'est il y a tellement de répertoire que c'est toujours dans le fond, un medley de différentes époques et tout, et même des fois des références à certains films. Donc, c'est toujours un plaisir, une surprise aussi qu'ils nous livrent, en quelque sorte. On ne s'attend pas à ce qu'ils vont nous donner. Donc, c'est un peu ça. Le chef d'orchestre, quel qu'il soit, le contrôle qu'il a sur ses musiciens, ça fait très spécial. C'est lui, on voit c'est lui qui lui dit quoi, pas lui dit quoi faire, mais il met le temps au bon moment. Je trouve ça intéressant. Est-ce que vous êtes prêts pour le concert? S'il vous plaît, je vous demanderai d'accueillir comme il se doit la chef assistante de l'OSM, Mme Dina Gilbert.
Dina Gilbert. Alors ça, qu'est-ce que tu as préféré dans les menus de patates et persil? Ah, c'est définitivement les quesadillas. Je suis présentement chez Patates et Persil. Je m'en vais rencontrer Éric Blais pour qu'il nous parle un peu de son entreprise. Je suis présentement avec Éric Blais. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi? Oui, merci. Pouvez-vous m'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est Patates et Persil? Qu'est-ce que c'est que patates et persil? C'est un casse-croûte, premièrement. Moi, je l'appelle nouveau genre, là, un peu... c'est sûr que les gens qui vont à Montréal, tout ça, ils voient beaucoup de restaurants maintenant qui sont... ils sont plus travaillés, si on... Dans le coin, c'est moins... on voit moins ça. Oui, dans les banlieues, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes, des grosses chaînes, tout ça. Puis, il n'y en a pas de petites places uniques comme ça. Et puis, moi, quand j'ai parti le restaurant il y a 4 ans, je dis j'aime le côté restauration rapide, si on veut, mais en ayant une certaine recherche, une qualité d'ingrédients, une qualité de confection des choses. Puis, d'autant plus que le local ici, ça fait, si je me trompe pas, autour de 45 ans qu'il y a toujours eu une espèce une patate sur le coin de la rue, là, tu sais. Mais j'ai commencé vraiment tranquillement parce que, comme j'ai embarqué dans les bottines d'un autre en achetant la place, je suis allé graduellement. J'ai fait du traditionnel au début. Là, j'ai intégré un petit burger un peu plus sexy, mettons, que relish moutarde ketchup. Là, j'ai vu qu'il y avait une bonne réponse. Après ça, je me suis dit, OK. Fait que, tranquillement, j'ai amené des nouveaux produits, une nouvelle sorte de poutine. Puis la réponse était super bonne. Puis là, j'ai eu de la demande pour du végétarien. Puis là, à ma grande surprise, des jeunes, des personnes plus âgées, tout ça, j'ai intégré un sandwich végé. Puis là, ça fonctionnait. Après ça, j'ai dit, on va faire un burger végé. Un bon burger végé, c'est rare. Fait que j'étais allé vers ça. Puis plus ça allait, mais maintenant, c'est les gens qui me demandent. On dirait que je ne fournis pas à créer des choses un petit peu plus olé. Là. Je vois aussi, il y a des jeux pour enfants. Donc, c'est un restaurant qui se veut quand même familial. Oui, parce que... bon, les frites, ça fait plaisir à tout le monde. Les enfants, les adultes, la poutine, le hot dog. Fait que les enfants, ils se sentent comme si c'était leur restaurant. C'est un peu mon idée. C'est un restaurant de quartier. Je sentais, j'étais là dimanche matin, le train qui passe, les assiettes shakaient avec le train, les cloches de l'église juste à côté qui sonnent. C'était un restaurant de quartier pour moi. Fait que c'est ce drive-là, si tu veux, que j'ai voulu y apporter. Puis un restaurant de quartier, c'est... Tout le monde est accepté, c'est sans prétention, c'est vraiment à la bonne franquette, c'est simple, dans la simplicité. La plupart du temps, c'est moi qui étais à la caisse, puis je reconnais les gens, puis je connais... Les gens, on se parle beaucoup, leur histoire. C'est bien que vous ayez encore le contact humain, malgré que le restaurant est à vous. Vous êtes encore... vous servez les gens, vous avez un contact avec eux. C'est ce que j'aime, un peu cette thématique-là. C'est pour ça les cartes postales, c'est pour refléter le monde. C'est arrivé parce que le premier burger que j'ai fait, je pense, nouveau, c'est le mexicain. Fait que là, j'ai dit, comme je suis allé avec les ingrédients, on lui donne un nom, le mexicain. Après ça, le français. Fait que de fil en aiguille, il y a eu des burgers de même d'un peu partout dans le monde. Fait que là, je dis, oui, le monde, les voyages, comme ça allume les gens. Puis moi, j'ai voyagé beaucoup plus jeune, puis c'est devenu mon fil conducteur, la cuisine du monde, comme ça, d'essayer de rechercher des saveurs. Je m'apprête à manger la spécialité, les quesadillas. On va goûter à ça. Avec le fromage.
Délicieux. Comment t'as trouvé, toi, la Maison des Jeunes, Argo? Sympathique et rassembleur. Je suis à la Maison des Jeunes de Rigaud et on s'en va voir ce qui peut bien se passer dans cet antre de l'adolescence. Je suis à la Maison des Jeunes de Rigaud avec... Émilie Tu, animatrice sociale. Et... Marilyn Boutet, intervenante en délinquance. Oh, bonjour les filles, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. D'abord et avant tout, parlez-moi un peu de la mission, selon vous, de la Maison des Jeunes de Rigaud. En tant que tel, je pense que ce serait d'offrir un milieu de vie sain aux jeunes. De les rendre critiques, responsables, autonomes, de les éclairer sur leurs choix dans la vie en général, puis de leur offrir un lieu pour sociabiliser. OK, donc une mission un peu éducatrice, une mission par rapport au développement des jeunes. En quoi cette mission-là s'ajoute à celle, disons, de leur parcours scolaire traditionnel? Les jeunes, on peut, tu sais, nous, on offre de l'aide aux devoirs, mais c'est complémentaire, mais on peut aussi les accompagner, les suivre, les guider, dans le fond, dans leur cheminement. Enfin, je pense que ce serait vraiment un tout, quelque chose qui va un peu comme ensemble. Je dirais qu'ici, au fond, ils sont un peu plus libres. On n'est pas ici vraiment pour faire la police ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Puis, au fond, ils sont ici plus pour s'amuser, pour sociabiliser, avoir du fun. Donc, c'est pas toujours le même cadre que l'école où c'est plus strict, puis il faut réussir, puis tout ça. En gros, c'est pas mal ça, je dirais, sociabiliser. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des... il y a quand même des limites, puis des règles. Quel genre d'activité est-ce que vous organisez à la Maison des Jeunes? En tant que tel, on a plusieurs sortes d'activités. Comme là, cet été, on fait la Grande Virée, qui est un programme avec un thème à chaque semaine. Ça couvre aussi, en général, à l'année longue. On a sciences et curiosités, des trucs en art et culture, les sports, le plein air. Comme cette semaine, justement, c'est une thématique plus fantastique. On a aussi une semaine un peu de la découverte des métiers. Donc, on touche vraiment plusieurs sphères avec les jeunes. Aussi, une activité, une semaine défi, où on va essayer de donner un peu de défi aux jeunes pour sortir un petit peu hors de l'ordinaire. Vous êtes intervenante en délinquance. Est-ce que ça veut dire que parfois il y a des jeunes avec des difficultés auprès desquels il y a besoin d'intervenir? Est-ce que ça fait partie, de ce que la Maison des Jeunes offre? En fait, peut-être pas nécessairement en délinquance nécessairement. Les jeunes qui viennent ici, ça peut être un peu n'importe qui, de tous les jeunes, de tous les genres, je m'excuse. Puis, c'est sûr que comme étant adolescent, il y a des problématiques. C'est la période la plus difficile dans la vie, je dirais. Donc, que ce soit des fois avec les parents ou la drogue, l'exploration, des choses comme ça. C'est sûr que je peux les aider, les guider un peu plus, faire un suivi avec eux. Est-ce que tu viens souvent à la Maison des Jeunes? Oui, je viens assez souvent. Il y a juste cette semaine que je suis pas venue mercredi à cause d'une affaire. OK. Qu'est-ce que tu fais comme activité ici quand tu viens à la Maison des Jeunes? Je joue au ping-pong qui est là-bas. Je joue au pool. Je joue au baby-foot. Je joue à plein d'affaires. On fait des bricolages, des jeux dehors, plein d'affaires. Cool. Qu'est-ce que t'aimes de la Maison des Jeunes? Qu'est-ce qui fait que tu reviens comme ça? C'est surtout le pool parce que j'aime ça, y jouer. Et font plein d'activités passionnantes, super cool. Cool. Merci beaucoup, Mathis. Où est-ce qu'on se trouve présentement? Dans le studio de la Maison des Jeunes. Et qu'est-ce que vous y faites ici, dans le studio de la Maison des Jeunes? On s'en sert souvent juste pour mettre de la musique sur nos téléphones, parce qu'on a les gros amplificateurs. Vous êtes comme des animatrices de radio? Ouais. Mais moi, dans le fond, je venais ici pour mettre de la musique, puis je chantais aussi souvent. Excuse-moi? Je chantais avec le micro.
Ah oui? Depuis le studio? Ouais. En fait, on ferme la lumière, on ferme la porte, puis genre, des fois, il y a du monde qui passe, puis genre, nous, on est là, puis on chante, puis genre, le monde arrête pour regarder c'est qui, puis genre, ils peuvent pas nous voir parce qu'on est tous, genre, couverts, puis genre, c'est vraiment nice. Puis des fois, ils font des concours de rock dans le micro. C'est vrai. Ah, les gars. Ouais. Est-ce que tu viens souvent à la Maison des Jeunes? Oui, souvent parce que j'aime beaucoup ça, puis en plus, c'est un élément qu'on peut tout avec nos amis tranquilles. Qu'est-ce que tu fais comme activité quand tu es ici à la Maison des Jeunes? Bien, souvent, il y a des sorties. Il y a aussi la Wii, il y a le baby pool, aussi le ping-pong que j'aime beaucoup. Mais surtout, c'est pour les sorties que je viens. Si tu avais invité les gens à venir ici, qu'est-ce que tu leur dirais? Que c'est un endroit qu'on est bien ici, qu'on peut bouger, qu'on peut même aller avec nos amis. Fait que c'est super cool. Pour terminer, des plans pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut attendre pour du futur pour la Maison des Jeunes de Rigaud? Je pense que ça serait de voir plus grand que qu'est-ce qu'on voit en ce moment, dans le fond. C'est-à-dire des nouveaux projets, d'attirer le plus de jeunes possible, d'avoir plus de services, de pouvoir vraiment toucher le plus de jeunes. Oui, puis je dirais aussi, il y a souvent les gens qui ont la mauvaise idée d'une maison des jeunes, donc faire briser le fait qu'une maison de jeunes, c'est un endroit sain pour les ados. Comment t'as trouvé ta visite au musée? J'ai été agréablement surprise par l'exposition du survenant. Je suis présentement avec Pascal Juron-Lajoie du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Pascal. Bonjour. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce que la mission du musée? En fait, le musée, on est là pour sauvegarder tout ce qui a rapport à l'art de vivre et à la culture de la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on a une collection de plus de 8500 objets qu'on garde à la réserve, puis qu'on essaie de faire sortir le plus souvent possible dans différentes expositions, dans nos 4 salles d'exposition, en fait. Puis l'origine du musée même, d'avoir décidé d'instaurer un musée dans cette bâtisse-là, ça vient d'où? Bien, en fait, à l'origine, le bâtiment, c'était une école pour garçons. Puis ensuite, ça a déménagé, l'école Saint-Michel a déménagé pour devenir une école mixte. Puis, ça devait être démoli ici, la bâtisse. Donc, elle avait déjà 100 ans. Ça a été construit en 1859. 100 ans plus tard, ils voulaient la démolir. Puis, il y a M. Guy Moffett qui a sonné l'alarme juste à temps en disant que le musée qui était situé à l'île Perrot cherchait un endroit plus grand pour la collection. Donc, ça a déménagé ici depuis ce temps-là. Et puis, comment vous choisissez vos thématiques d'exposition? Ça dépend. Des fois, on a des suggestions, comme là, on a eu Fréquence Radio qui se termine le 31 juillet. C'est un collectionneur qui nous a prêté la majorité des pièces. Donc, ça, c'était une idée du collectionneur. On a aussi la prochaine qui va remplacer. Ça va être une exposition sur la Papouasie avec des pièces de M. Daniel Bertolino. Donc là, c'est M. Bertolino, le réalisateur, qui est venu nous voir pour nous proposer ce thème-là. Sinon, ça peut être que Michel Morissette, qui s'occupe des expositions ethnologiques, a un thème que lui, ça fait longtemps qu'il aimerait exploiter, comme là, en ce moment, c'est les arts ménagers jusqu'au temps des fêtes. Donc, ça peut être comme ça. Puis pour la salle des arts visuels où on est ici, mais c'est la commissaire Chantal Séguin qui regarde les dossiers d'artistes, souvent des artistes de la région, puis elle fait ses choix comme ça. Et puis nous, ça va être diffusé fin août. J'aimerais savoir, c'est quoi vos projets, mis à part la Papouasie, futurs pour l'automne? Donc, fin août, l'exposition Papouasie va être sur le point d'être ouverte. On va avoir aussi, ici, Germaine Guévremont jusqu'au 11 septembre. Les arts ménagers, comme j'ai dit, jusqu'à Noël. Puis notre exposition permanente est toujours là sur l'histoire de la région et le fait que l'école était ici à la base. Puis on a toujours plein d'activités. À l'automne, ça déborde d'activités d'ateliers d'art pour adultes, d'activités pour les enfants aussi, Halloween, Noël, tout ça. Puis on a une soirée bénéfice. On prépare un nouveau thème pour cette année, donc niveau courant, ça va être intéressant. Et puis, est-ce que vous avez plusieurs groupes scolaires qui viennent ici? Ou... Oui, énormément. Je me souviens, là, tout dernièrement, avant la fin
de l'année scolaire. Des fois, on avait 3 groupes par jour, soit qui viennent faire un atelier en lien avec une exposition, ou ils font un musée-art, donc c'est une production artistique vraiment en lien avec l'artiste qui expose. Et puis aujourd'hui, nous sommes venus voir Geneviève Germaine Guévernon et le survenant. Parlez-nous un peu qui est ce personnage, cette dame de la littérature. Donc, Germaine Guévernon, peut-être que les gens la reconnaissent plus quand on dit qu'elle a écrit Le Survenant. Parce que Le Survenant, c'est un livre qu'on a souvent eu à lire au secondaire ou au cégep. Puis, ça a été une série radiophonique, une série aussi à la télé dans les années 50. Puis, ça a été repris en 2005 par Éric Canuel pour faire le film avec Jean-Nicolas Véraud. Donc, on en a entendu un peu plus. Puis, Germaine Guévernon, elle vient de la région de Sorel-Tracy. Donc, c'est pour ça que le Biophare, un musée à Sorel-Tracy, a décidé de monter une exposition sur elle. Ça va être une exposition itinérante. Ici, on est le premier lieu qui l'accueille, mais ça va aussi aller à Péribonka, à Québec, puis même jusqu'au Manitoba. Et puis, c'est quand même assez intéressant que vous avez inclus Julie Lambert avec une autre artiste. C'est quand même intéressant comme échange d'art. Pourquoi avoir décidé de faire ça? Bien, là-bas, au Biophare, ils voulaient justement intégrer une partie art visuel à l'exposition. Donc, ils savaient qu'ici, on a une commissaire en art visuel qui s'y connaît. Donc, ils ont fait affaire avec Chantal Séguin. Puis Chantal, tout de suite, avec le thème de la littérature, de la nature, elle a pensé tout de suite à Julie Lambert parce qu'elle avait exposé ici en 2013, à l'été. Puis on sait que c'est des thèmes qui lui échappent et qu'elle serait capable de bien représenter le livre. Donc Julie, ce qu'elle a fait 6 panneaux. Puis ça représente chaque couple important du livre. Puis chaque panneau est l'homme et la femme, le côté plus extérieur versus côté intérieur de la maison, les tâches, comment c'était à l'époque. Puis elle a même mis des photos de sa famille. Elle a intégré aussi des pièces d'argile parce qu'elle travaille beaucoup avec l'argile. Donc c'est très personnel, mais en même temps, elle a réussi à bien intégrer le livre du survenant. Donc elle connaissait déjà le roman? Je ne sais pas si elle l'avait déjà lu, mais je sais qu'à la première rencontre, elle est arrivée avec le livre, avec plein de petites annotations, de petits post-it sur ce qu'elle voulait faire. Donc, elle s'est très bien renseignée pour être capable de faire son œuvre. Connaissez-vous un peu le procédé de création qu'elle a utilisé pour... est-ce que c'est en acrylique? Est-ce que c'est à l'eau? Est-ce que c'est... Bon, je sais qu'elle travaille avec le bois. Si je ne me trompe pas, c'est acrylique sur bois avec bois gravé. On voit où il y a des espaces où c'est vraiment gravé à l'intérieur du bois. Puis, ces petits personnages en argile. Puis, elle a aussi intégré l'écriture des passages du livre aussi. Et puis, dernière question. Qu'est-ce que les gens aiment le plus du musée de Vaudreuil-Soulanges quand ils viennent ici? Bien, je pense que c'est le fait de découvrir, des fois, je ne savais pas qu'on avait un musée. Je ne savais pas que c'était aussi dynamique. On a plein d'activités pour tous les goûts. Ça, souvent, les gens ne le savent pas. Donc, une fois qu'ils sont venus, qu'ils sont entrés, là, ils ont envie de revenir, puis de savoir que les expositions changent toujours. Donc, ils peuvent redécouvrir à chaque fois. Une nouvelle visite, c'est toujours une nouvelle découverte. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est sur la route.